Bonjour, nous abordons aujourd'hui une séance de révision de l'optique géométrique et nous allons nous concentrer sur la première partie qui concerne la réfraction et la réflexion de la lumière. Toujours pour le module d'optique géométrique des filières SMIA, SMPC, semestre 2. Donc la partie A, donner la définition d'un dioptre plan. Bon, ça c'est ce qu'à la limite on a traité dans le cours. Question 2, donner la définition d'un dioptre sphérique. Question 3, écrire la relation de conjugaison d'un dioptre plan dans les conditions de Gauss. Je rappelle que tout ce qu'on fait, c'est dans les conditions d'approximation de Gauss. 4, et dernière question de cours, écrire la relation de conjugaison d'un dioptre sphérique avec origine au sommet. Toujours dans les conditions de Gauss. Donc, en principe, les étudiants qui ont suivi le cours, ils répondront sans aucun problème, parce que ce sont que des définitions qui seront justement utilisées pour la suite de ces exercices. Alors, comme élément de réponse, le dioptre plan, c'est une surface plane séparant deux milieux homogènes transparents d'indices de réfraction différents. La question 2, le dioptre sphérique, c'est une surface sphérique séparant les milieux transparents d'indices de réfraction différents, mais il se caractérise, étant donné c'est sphérique, par un centre, un sommet et un rayon SC ou bien CS. Bien évidemment, je prends le rayon comme une distance, dans cet exemple. Troisième question, écrire la relation de conjugaison du dioptre plan, et là, je dois juste mentionner que j'ai écrit la relation comme étant HA' sur N2 égale à HA sur N1. C'est bien dans les conditions de Gauss parce que, rappelez-vous, dans la première séance de cours diffusée précédemment, on avait bien spécifié que H, c'était la projection de l'objet sur la surface plane du dioptre plan, que A était l'objet, que A' était l'image, N1 c'est l'indice d'entrée et N2 c'est l'indice de sortie. Donc on peut l'écrire de cette manière. On peut aussi choisir de l'écrire comme étant HA' sur N' égale à HA sur N. Donc si vous écrivez la relation, il va falloir identifier N, N', A, A' et H. Bien évidemment, la relation de conjugaison est toujours donnée de manière algébrique. Donc c'est soit positif, soit négatif. La quatrième question, écrire la relation de conjugaison d'un dioptre sphérique avec origine au sommet. Bien évidemment, il y a aussi avec origine au centre. C'est N', c'est l'indice de sortie, sur SA'. C'est la distance qui sépare le sommet de l'image. Moins N sur SA égale à N' moins N sur SC. Mais si vous avez aussi dans les données N1, N2, vous pouvez l'écrire comme étant N2 sur SA', moins N1 sur SA égale à N2 moins N1 sur SC. Je rappelle que c'est la valeur algébrique du rayon. Voilà pour la question de cours. Maintenant, on va passer à la partie d'application. Alors, pour la partie B, j'ai donné trois cas de figure. D'abord, une surface plane, dans les trois cas. Vous avez la normale, vous avez un objet qui est là, à chaque fois, d'accord? Et vous avez un rayon incident, et qui est, dans le premier cas de figure 1, de 30 degrés, dans le deuxième cas de 30 degrés, dans le troisième cas figure 3 de 60 degrés. Et nous avons les indices N1 et N2. Donc, la lumière arrive du haut vers le bas, et là vous voyez qu'on a changé. La lumière n'arrive pas toujours de la gauche vers la droite, ça dépend de ce que l'auteur va donner. Nous avons considéré que la lumière arrive du haut vers le bas. D'ailleurs, vous regardez le sens positif, ça descend vers le bas, et nous avons défini la surface et la normale et le point d'incidence. Et on considère un dioptre plan séparant un milieu transparent d'indice N1 d'un autre milieu d'indice N2, le milieu de sortie. Un point objet réel envoie un rayon lumineux AI. Bon, le point A n'est pas sur la figure, mais c'est clair. De ce dioptre selon différentes incidences. Et là, vous voyez que vous avez trois incidences. Vous avez 30, 30, 60, mais vous avez aussi les indices qui changent. Donc, il y a des milieux qui sont plus réfringents que les autres. Et on va voir dans l'application de la loi de Descartes qu'on n'aura pas les mêmes résultats. Alors, en termes de questions, donc nous avons la question 5 qui me demande reprendre les trois figures ci-dessus sur votre feuille réponse et compléter la trajectoire des rayons lumineux AI à la traversée des surfaces dioptriques pour chacune de ces trois figures en calculant aussi les angles correspondants.
La question 6, commenter la trajectoire du rayon lumineux incident dans le cas de la figure 3. C'est ce cas-là, c'est un cas vraiment particulier et vous allez voir pourquoi. La question 7 comprend trois parties, trois éléments. La question 7a, 7b et 7c. Alors, dans la question 7, c'est une vraie application de dioptre plan. On se place dans le cas de la figure 2, ci-dessus, et on suppose que le point A, qui est là, est placé à 5 cm. Donc il est à 5 cm, c'est-à-dire AH égale à 5 cm. Alors, on va voir est-ce que AH égale à 5 ou moins 5, après, à 5 cm de la séquence. Et là, on vous dit que HA égale à moins 5, parce que j'ai choisi le sens positif vers le bas, donc HA égale à moins 5, en valeur algébrique. Mais en distance, bien évidemment, c'est toujours 5. D'accord. Alors, la septième question, on se place dans le cas de la figure 2. Ci-dessous, on suppose que le point A est placé à 5 cm de la surface dioptrique, c'est-à-dire que HA égale à moins 5 cm. 7a, construire géométriquement la position de l'image A' à travers le dioptre plan. Donc c'est une simple construction géométrique. Utiliser la relation de conjugaison pour calculer HA'. Donc on va trouver un résultat en fonction. Donc ça va être en centimètres aussi. Donner la nature de l'image A'. Bien. Donc ceux qui ont suivi le cours, ils savent que l'image qu'on va trouver, ça va être une image virtuelle parce que pour le dioptre plan, comme pour le miroir plan, l'objet et l'image sont toujours de nature opposée. Bien. Et on va procéder à la correction. Alors, je reprends la première construction. Donc, j'ai l'objet, j'ai la surface, j'ai les indices, la normale et l'angle. Regardez qu'à chaque incident sur une surface plane qui sépare deux milieux homogènes transparents, il y a une partie qui est réfractée et une partie qui est réfléchie. La partie qui est réfractée est la plus grande partie. C'est vraiment le maximum de lumière qui est transmise. Et celle qui est réfléchie, elle est en faible proportion au point qu'à chaque fois, on va penser à éliminer cette partie de rayon réfléchi. Si le premier milieu est l'air et le deuxième milieu est le vert, dans ce cas-là, la partie IR, le rayon réfléchi, égale à 4% de la lumière transmise. Donc 96% va traverser et uniquement 4%. Les étudiants ont toujours tendance à dire qu'il y a uniquement une partie qui est réfracté et ils oublient le rayon qui est réfléchi. D'accord, c'est pas très important, mais ça existe quand même. Donc on va se focaliser sur la partie qui est réfractée. Donc la construction est ça. Alors pour déterminer, bien évidemment, comme ils nous ont dit l'angle, j'utilise la loi de Descartes. N dans ce cas égale à 1, sinus de 30 égale à 1,5, c'est le milieu de sortie, sinus de R. Et quand je fais le calcul, je vais trouver que R est égal à l'arc sinus de 1 sur 3. Si vous utilisez vos calculatrices, c'est la fonction inverse de sinus, vous allez trouver que l'angle que nous avons de réfraction est égal à 19,26. Et ainsi, on a répondu à la question. Alors, toujours la question 5, mais la figure 2. Nous avons toujours le point A qui envoie un rayon lumineux sur la surface qui se réfracte. Mais cette fois, regardez que puisque le premier milieu est un milieu plus réfringent, il y a un indice dialoculier, le rayon IS va réfracter, va s'éloigner de la normale. Ça, c'est les applications de Descartes. On les a largement expliquées dans les parties de cours. Regardez chapitre 4. Chapitre 4, exactement, c'est le dioptre plan. Donc, j'applique la loi de Descartes. 1,5 sinus de 30 parce que c'est l'indice d'entrée fois sinus de l'angle d'incidence égale l'indice de sortie qui est 1 fois sinus de l'angle de réfraction et vous allez trouver que R est égal à arc sinus de 0,75 ce qui va donner un angle de 48 degrés,59. Voilà, donc vous voyez c'est juste des applications basiques. Mais ces applications basiques sont essentielles pour comprendre l'optique géométrique et pouvoir aborder les problèmes encore plus compliqués, les instruments optiques, mais c'est très important et j'insiste sur la compréhension et les ABC de l'optique géométrique. Alors, la dernière configuration, elle est spéciale. Vous avez donc la configuration où vous avez le premier milieu est un milieu plus réfringent et vous avez un angle de 60 degrés. Je vais tout bêtement appliquer la loi de Descartes. Donc si je fais n qui est 1,5 sinus de 60 égale à 1 sinus d'un angle que je ne connais pas, qui doit être là, je vais trouver que sinus de R
est supérieur à 1, ce qui est impossible en mathématiques. Donc le sinus, il est compris, c'est une fonction qui est comprise entre moins 1 et plus 1. Donc, puisque la situation est impossible, je me retrouve dans le cas de ce qu'on appelle la réflexion totale interne. Et j'insiste sur interne. Ça, on n'a pas le droit de donner une réponse sans ajouter le mot interne, parce que ce n'est pas une réflexion comme sur une miroir plan. C'est ce qu'on appelle total internal reflectance. Donc, il faut se rappeler que de cette réflexion, dans cette réflexion, elle est née du fait qu'il y a un changement d'indice et que le premier milieu d'entrée plus réfringent, donc clear, d'indice clear, mais on atteint ce qu'on appelle un angle limite et on va le calculer. Alors, je résume et je fais un récap des 3 configurations. Donc, j'ai repris ce que j'ai fait. Et donc, pour la 3e partie, donc comme vous le voyez, nous avons pour chaque figure un angle de réflexion. Donc, le premier, le deuxième et le troisième. Et dans le 3e cas de la figure 3, on n'a plus une réfraction. Alors, l'incident va être réfléchi automatiquement parce qu'on a dépassé cet angle limite. On va voir le calcul de cet angle limite. Alors, je passe à la question suivante. Donc, les questions 5, 6, 7 et 7A, 7B, 7C, c'est ce que j'avais dit, et on va donner réponse par réponse. La question 5, reprendre. Les 3 figures, ça a été fait. La question 6, commenter la trajectoire du rayon. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Alors, pour la figure, nous avons une réflexion totale interne, et donc nous n'avons pas de réfraction, mais un angle de réflexion de moins 60 degrés. Les étudiants vont dire pourquoi moins 60? Parce que tout simplement, quand on dépasse la limite de l'angle, qui va être beaucoup moins que ça, vous verrez que la lumière, ça c'est une expérience qu'on fait de manière très simple au niveau de laboratoire, que vous pouvez vous-même réaliser. Vous voyez que la lumière part dans le même milieu d'entrée. Et donc, c'est comme si on a fabriqué un miroir. Mais ce n'est pas dans le même sens qu'un miroir totalement réfléchissant. C'est une réflexion totale interne. Alors, pour déterminer justement c'est quoi cet angle limite, nous allons partir de N1 sinus I égale N2 sinus R, et je vais remarquer que l'angle qui est incident, il va tout le temps être plus petit que l'angle qui est réfracté. Parce que si je reviens sur cette figure, parce que c'est les mêmes, la figure 2, vous avez 30 et vous avez 49, et vous avez le premier milieu plus réfringent. C'est la même chose ici, sauf qu'au lieu de 30 ici, j'ai 60 là. Et dans ce cas, si vous comparez cet angle avec cet angle de 48, celui-là est beaucoup plus grand. Donc, lequel qui va tendre le premier vers pi sur 2? Eh bien, c'est R. Et c'est pour ça que j'écris ici, sur la figure 3, R va tendre vers pi sur 2 plus rapidement que I, alors que I va être limité en une valeur qui s'appelle I limite, c'est-à-dire un angle critique. Donc, ce qui fait que N1 sinus I1 égale N2 sinus pi sur 2, ce qui donne que I1 égale à l'arc sinus de 1 sur 1,5, qui est égal à 41,81. Ça veut dire que tous les angles incidents qui sont supérieurs ou égaux à 41,8 vont être réfléchis dans le même milieu d'entrée. Et c'est pour ça qu'on appelle la réflexion totale interne. Alors, pour la question 7, je reprends la question 7A, 7B, 7C. Donc, commenter la trajectoire, c'était fait. On se place dans le cas de la figure 2 et on suppose que le point A, objet, est placé à 5 cm de la surface dioptrique. Donc, je vais prendre 5 cm, pas moins 5 cm. Ici, c'est moins 5 cm. Moi, c'est une petite erreur de saisie qui a été générée. Construire géométriquement la position, pas de souci. Utiliser la relation de conjugaison, donner la nature sans aucun problème. Alors, pour la construction, je reprends bien évidemment la figure que nous avions avant. Et pour avoir l'image de A, j'avais le premier rayon incident qui va se réfracter. J'ai besoin d'un autre rayon, je prends le plus simple, c'est le rayon qui arrive à incidence normale. C'est-à-dire que le rayon qui descend par projection orthogonale sur la surface, qui définit le point A, le point H, comme je l'ai expliqué, va partir normalement sans changer de direction. Et leur intersection va être dans cet espace et va être un point A'. Voilà.
Et donc l'image A' est une image qui est de nature virtuelle. Donc l'image de A, c'est A'. C'est ce qu'on fait dans les dioptres plans. Alors, utiliser la relation de dioptre pour calculer H', pas de souci. Et je reviens à la question de cours. H' sur N' égale à HA sur N. Et je remplace HA'. Et regardez, c'est les pointillés, c'est-à-dire c'est N2 que je dois mettre, c'est-à-dire ce milieu qui est N', égal à HA, c'est-à-dire HA, mais A est dans le milieu réel, ça veut dire sur N, et quand je fais l'application, je trouve que la valeur algébrique HA' est égale à moins 3,2 cm. Et regardez, HA' est égal à moins 3,2 parce que c'est le sens opposé du sens positif. Voilà. Et la nature de l'image, tout simplement, c'est une image, comme on a dit, c'est une image qui est virtuelle parce qu'elle est placée dans l'espace des objets réels. Voilà. Alors, je passe à l'exercice 2, ou là, le problème 2, comme vous voulez. La première partie, donc, on va lire le texte. Représenter à l'aide d'un schéma d'un miroir sphérique concave, du sommet S et de centre C de rayon de courbure R égale à 4 cm. Écrire la relation de conjugaison du miroir avec origine au sommet. Écrire la relation du grandissement linéaire, gamma. Retrouver les relations des distances focales. Donc là, il faut faire une petite démonstration, mais tout ça, c'est des questions de cours. Écrire la relation de Newton pour ce miroir. Mais ces questions de cours sont essentielles pour traiter la partie qui va venir du problème. Donc, dans ce contrôle, on avait donné deux problèmes d'une dizaine de questions chacun, une partie de cours et une bonne application de ce cours. Donc, c'était quand même intéressant de rappeler les étudiants pour qu'ils fassent dans leur brouillon avant de passer à l'application. Alors, on va passer à la réponse. Ça, c'est simple. Un miroir sphérique concave de sommet S et de centre C, pas de souci, de rayon R, ça se représente de cette manière si on n'est pas dans les conditions de Gauss. Mais si on est dans les conditions de Gauss, la partie que vous voyez sphérique ici va être une partie aplatie. Voilà, comme on l'a fait dans le cours. Voilà. Donc la lumière arrive de la gauche vers la droite, c'est un choix. J'ai pris le miroir concave parce qu'on me demande le concave. Le centre C, le sommet S et le rayon, dans ce cas, est égal à moins SC, égal à 4 cm, parce que SC est négatif. Puisque pour le concave, SC est toujours inférieur à 0. Revenez à ce qu'on a fait dans le cours. Voilà. Alors, écrire la relation de conjugaison, pas de souci. C2 sur SC égale à 1 sur SA plus 1 sur SA', simple. Donner la relation du grandissement linéaire, CA', B' sur AB égale à moins SA' sur SA égale à CA' sur CA, parce que c'est avec origine au sommet ou bien au centre. Et quatrième question, une petite application pour le foyer. Donc, pour déterminer, parce que quand on dit retrouver, c'est un verbe d'action, retrouver, établir, démontrer, etc., etc. Ce n'est pas donner, écrire, ça n'a rien à voir. Là, il faut retrouver ça. Donc, je vais partir de la relation de conjugaison que vous avez ici. Et je pars de cette relation de conjugaison et je vais remplacer. Si le foyer, si l'objet est au point F, l'image se trouve à l'infini. Et quand je remplace dans cette équation, je trouve que 2 sur SC égale à 1 sur SF plus 1 sur l'infini, parce que A est à l'infini. Ce qui vous donne 0. Donc SF, qui est égal à petit f, la distance focale objet, égale à SC sur 2. Pour la distance focale image, je vais choisir le point focal image, F'. Et je dis, si maintenant vous avez le point image est au foyer F', je remplace dans l'équation et c'est SA qui va être à l'infini. Donc 1 sur l'infini va être 0 et donc j'aurai 2 sur SC égale à 1 sur SF' avec 1 sur SA égale à 0. Et je vais trouver SF' égale à F' égale à SC sur 2. Et vous remarquez que F égale à F', c'est-à-dire SC sur 2. Ça veut dire que pour un miroir sphérique, grand F et grand F' sont confondus. Et ça, c'est ce qu'on avait aussi démontré dans le cours. Et quand j'applique, je fais une application numérique, je trouve que c'est moins 4 sur 2 et ça fait moins 2 cm. Alors, pour cette partie sur l'application des miroirs sphériques, la partie B, nous considérons 3 figures 4, 5 et 6 d'un miroir sphérique convexe de rayon 4 cm, de sommet S et de centre C.
Et nous supposons que la lumière arrive de la gauche vers la droite. Nous avons trois configurations d'objets. Un objet réel placé juste avant S, un objet virtuel entre S et C et plutôt du côté de C, et un objet virtuel AB placé tout près de S, mais dans la partie toujours virtuelle. Alors, la sixième question, construire géométriquement pour chacune des trois figures ci-dessous. La position ci-dessous, pour la figure ci-dessous, d'accord, non. Construire géométriquement pour chacune des figures ci-dessus la position de l'image A' B' de l'objet AB. Donner la nature de l'image A' B' obtenue par chacune des trois figures. 8. On se place dans le cas de la figure 5, celle du milieu, et on considère un objet placé à 3 cm du sommet S, calculer la position de l'image A' B', c'est-à-dire il va falloir calculer la valeur algébrique S après. Alors, la première figure, vous avez un objet AB réel et je cherche son image. Donc, je dois, à partir du point B par exemple, faire émaner deux rayons. Le premier, c'est un rayon qui arrive de l'infini, qui part de B vers la surface et qui va être réfléchi en ayant, d'après les propriétés des foyers, un prolongement qui passe par F' ou F. Et un autre rayon qui passe par le centre, qui n'est pas dévié et qui est réfléchi sur lui-même comme on le voit sur le slide. Donc l'intersection a lieu en ce point B', et donc B' est considéré image de B à travers le miroir sphérique. Si je fais la projection orthogonale, de B j'aurai A, et pour l'image j'aurai A'. Et donc A', B' est une image qui est plus petite virtuelle, tout simplement, et qui se trouve dans l'espace virtuel. Alors, pour la figure numéro 5, j'ai un objet plutôt entre le foyer image et le centre, et je vais considérer un rayon qui arrive de l'infini, qui va se prolonger en passant par B, et qui va être réfléchi en ayant un prolongement par F, comme ça. En pointille, bien sûr, je ne suis pas autorisé dans cette partie virtuelle à faire des traits pleins, je fais que des prolongements en pointillés. Le rayon qui passe par le point B et qui se dirige vers C, il est réfléchi vers lui-même. Il est réfléchi sur lui-même. Et donc, j'aurai une image B' qui est là. Donc, l'image de B est ce point B'. Et si je représente tous les points entre A et B, je vais avoir un ensemble de points A', B'. C'est une image qui est inversée, plus grande. Gamma va être supérieur à 1 en module, mais négatif. Et donc l'objet est virtuel et l'image est agrandie et inversée et virtuelle. Et le dernier cas, je prends un objet du côté de C, de S, entre S et le foyer, et je vais prendre la même chose. L'image de B va être un rayon parallèle qui fait le prolongement par B, qui réfléchit comme ça et qui a un retour par F'. Le point F' ou F pour un miroir, c'est ici, c'est la moitié du rayon. Et le rayon qui passe en direction de B et en direction de C va être réfléchi sur lui-même. Et donc l'intersection va avoir lieu dans l'espace des objets réels. Et donc AB est considéré en tant qu'objet réel. Donc regardez que A'B', pardon, donc A'B' est considéré comme étant un objet, une image réelle d'un objet qui, lui, est virtuel. Donc regardez que AB est un objet droit, A'B' est une image droite. Mais le gamma est supérieur à 1 parce que les deux sont vers le haut, vers la même direction on va dire, et plus grand que l'image est plus grande que l'objet. Voilà. Alors sur ce slide, la réponse à la question 7, donnez la nature de l'image. Je l'ai donnée, on va la rappeler. Donc l'objet est réel, l'image est virtuelle. La figure 5, A'B' formé est bien virtuel, et la figure 6, A'B' formé est bien une image qui est réelle. Alors, pour la question 8, c'était une application numérique. On se place dans le cas de la figure 5, celle-là, et on considère un objet placé à 3 cm du sommet, c'est-à-dire 3 cm du sommet.
comme cette figure, l'objet est virtuel. Ça veut dire SA égale A plus 3. Et on va déterminer sa position. On va utiliser la relation de conjugaison avec origine au sommet. 2 sur SC égale à 1 sur SA plus 1 sur SA'. Une petite application numérique vous donnera que SA' est égal à 6 cm. Alors on va vérifier. SA égale à 3 et SA' égale à 6. Donc tout est parfait. Les deux sont positifs. Ça veut dire que l'objet et l'image, les deux sont virtuels. Ben, il restera une dernière question sur les propriétés des foyers, foyer, objet et images principaux et foyers secondaires. Et donc compléter, la question 9, compléter la marge des rayons lumineux incidents dans le cas de la figure 7, 8 et 9. Alors, je prends la première et je regarde que le rayon il se dirige vers C, ben, automatiquement, il est réfléchi sur lui-même. Le cas de la figure 8, le rayon se dirige, le rayon c'est le rouge, incident, se dirige vers le point F, parce que c'est exactement au milieu entre S et C, il va sortir comme ça, parallèlement. Et celui qui se dirige nulle part, on va faire utiliser la propriété des foyers secondaires. Allez, on y va. Alors, si je regarde le premier qui se dirige vers le centre, il va être incident et réfléchi sur lui-même. Ça, on a utilisé cette propriété. Celui qui se dirige vers le foyer, il va sortir parallèlement. Et l'inverse, parce que si vous faites le chemin inverse de la lumière, tous les rayons qui arrivent parallèlement, ils vont être réfléchis en ayant un prolongement. C'est ce que j'ai discuté dans les cas précédents. Et finalement, le rayon qui passe par nulle part, ça veut dire aucun point caractéristique, ni sur le foyer, ni par le centre C. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer le plan focal et on va se dire, je vais prendre un autre rayon qui est parallèle à ce rayon incident, mais qui lui passe par C, qui est là. Donc c'est ce rayon-là. Il va traverser un plan, qu'on appelle le plan focal. Et donc le point qui va intercepter s'appelle un foyer secondaire. Donc celui qui va être incident passant par C, il va être réfléchi sur lui-même. Et puisqu'il intercepte un point K' qui est foyer secondaire, celui qui va être réfléchi doit passer par le même point K'. Et c'est là la propriété des foyers secondaires. Donc, celui incident qui passe par nulle part, va être réfléchi en ayant un prolongement passant par un point qui est dans le plan focal, qui s'appelle K', le foyer secondaire, ou toute une autre appellation, mais par contre qui intercepte le même rayon incident, mais qui passe par ça. Ben, il n'y a pas que ça, on aurait pu peut-être utiliser la propriété de ce point qui est juste en dessous du foyer principal. Aussi, c'est un foyer secondaire, mais ça donnera le même résultat. Ainsi se termine notre première séance de révision. Je vous remercie et je vous souhaite bon courage, bien évidemment, pour vos révisions. Merci.